Le sang perlait sur le visage d'Antoine Dubois tandis qu'il fixait l'officier de police gisant au sol. 3 autres policiers braquaient leurs armes sur lui. La caméra embarquée continuait d'enregistrer. 10 minutes auparavant, il rentrait simplement chez lui après le travail. Maintenant, on l'accuserait d'être un tueur de flics. Avant de plonger dans cette histoire choquante, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes intéressé par des histoires de justice et de lutte contre la discrimination, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour rester informé de contenus plus percutants comme celui-ci. Maintenant, revenons en arrière et voyons comment un ancien commando marine décoré s'est retrouvé dans cette confrontation à la vie et à la mort avec les forces de l'ordre. Antoine Dubois se tenait au garde à vous dans son salon, une habitude que 39 ans de discipline avaient ancrée dans son corps. Le soleil du matin filtrait à travers les stores à demi tirés, projetant des raies de lumière sur les 3 médailles encadrées sur son mur. 3 missions au Mali, de multiples citations, et un dossier militaire qui faisait que ses officiers supérieurs prononçaient son nom avec respect. Ça, c'était le passé. Maintenant, Bellefeuille-sur-Oise était son champ de bataille, bien qu'il n'ait jamais pensé avoir besoin de son entraînement tactique sur le sol français. Cette ville de taille moyenne avait un centre-ville pittoresque qui masquait sa sombre histoire de tension raciale. Antoine l'avait choisi car le poste de consultant en sécurité chez Service de protection Méridien offrait un bon salaire et des horaires raisonnables, lui permettant d'être présent pour son fils de 16 ans. Léo, être père célibataire n'était pas ce qu'il avait prévu, mais après le décès de la mère de Léo il y a 4 ans, Antoine lui avait promis qu'il donnerait à leur fils tout ce dont il avait besoin pour s'épanouir dans un monde qui ne verrait pas toujours son potentiel. Chaque matin, Antoine suivait la même routine, 5 km de course avant l'aube. Un shake protéiné, une douche, puis réveiller Léo pour l'école. Cette discipline le maintenait centré alors qu'il naviguait dans un monde qui percevait sa peau noire comme une menace. Malgré le drapeau national fièrement cousu sur son ancien équipement militaire. Pas plus tard qu'hier, une femme avait serré son sac plus fort quand il était entré dans l'ascenseur au travail. La semaine dernière, un vendeur l'avait suivi dans chaque rayon. Il y a 3 jours, une voiture de police l'avait talonné sur 6 pâtés de maison avant de finalement faire demi-tour. Ces micro-agressions quotidiennes étaient des balles d'un genre différent, celles pour lesquelles son entraînement de commando n'avait pas préparé. Le temps d'Antoine en tant que commando avait aiguisé ses sens pour détecter le danger bien avant qu'il ne se matérialise. Il pouvait lire le langage corporel comme la plupart des gens lisaient des panneaux d'affichage. Repérer les incohérences dans des environnements que d'autres manqueraient, et contrôler sa respiration pour réaliser des tirs impossibles. Ses compétences l'avaient maintenu en vie dans les zones de combat, et maintenant elles le maintenaient vigilant dans un pays qui aurait dû se sentir comme chez lui, mais qui souvent ne l'était pas. Sa modeste berline, délibérément choisie plutôt que le 4x4 qu'il désirait réellement, se fondait dans la circulation. Ses vêtements étaient toujours conservateurs et soignés. Son discours était mesuré et calme, quelle que soit la situation. Tout cela faisait partie de la stratégie de survie d'un homme noir en France avec un fils adolescent à protéger. Malgré tout, Antoine maintenait des liens étroits avec ses anciens coéquipiers commandos. Marc Dupont appelait tous les dimanches. Thomas Leroy et sa femme Marion invitaient Antoine et Léo à des barbecues. Antoine Ruiz envoyait des colis de biscuits faits maison que sa grand-mère insistait mettrait de la chair sur ses os maigres. Ces hommes avaient fait confiance à Antoine de leur vie. Et cette confiance transcendait les préjugés qui semblaient parfois tissés dans le tissu de la société civile. Sur son bureau, une photographie de l'équipe 7. Bras autour des épaules l'un de l'autre. Visages obscurcis par l'équipement tactique. Mais postures irradiant la fraternité inébranlable forgée au combat. À côté, le journal du jour. Le titre clamant un nouvel incident d'usage excessif de la force contre un adolescent noir par la police de Bellefeuille-sur-Oise. Le garçon rentrait de chez un ami lorsque des officiers ont affirmé qu'il correspondait à la description d'un suspect de vol. La description, homme noir. Corpulence moyenne, entre 15 et 20 ans. Le garçon avait été hospitalisé avec un bras cassé et des contusions faciales. Aucune accusation n'a été portée contre lui. Aucune conséquence pour les officiers. Antoine avait fixé ce titre pendant 20 minutes ce matin-là. Son café refroidissant à côté du journal. Il reconnaissait le schéma, l'avait vu se dérouler d'innombrables fois dans d'innombrables villes. Ce qui rendait cette fois différente, c'était que le garçon fréquentait la même école que Léo. Il jouait dans la même équipe de basket. Son fils était devenu de plus en plus silencieux au cours de la semaine dernière. Les épaules tendues lorsque des voitures de police les dépassaient dans la rue. Antoine s'était battu pour son pays, mais maintenant il se demandait s'il devrait se battre pour le droit de son fils d'exister sans peur. Il consulta sa montre, l'heure de partir au travail. Il rangea son arme enregistrée dans le coffre-fort de sa boîte à gants. Légalement possédée, correctement rangée, un autre aspect de sa vie qui exigeait une prudence supplémentaire à cause de la couleur de sa peau. Alors qu'il démarrait le moteur, Antoine ne pouvait pas savoir que la réputation et les compétences qu'il avait construites au cours de 2 décennies de service exemplaire étaient sur le point d'être testées de manière qu'il n'avait jamais imaginée. La guerre rentrait au pays.
Le centre communautaire bourdonnait de tension alors que les habitants se pressaient pour la réunion municipale mensuelle. Antoine choisit un siège dans les rangées du milieu, ne voulant pas paraître conflictuel en s'asseyant trop près du devant, ni désengagé en se cachant à l'arrière. L'ordre du jour ce soir était axé sur la responsabilité policière suite à l'incident avec le jeune Mathis Leroy. L'adolescent hospitalisé après sa rencontre avec les officiers de Bellefeuille-sur-Oise. Antoine écouta les membres de la communauté exprimer leurs préoccupations, certains d'une voix tremblante, d'autres avec une colère à peine contenue. Lorsque son tour au microphone arriva, il s'approcha avec un calme délibéré. « Mon nom est Antoine Dubois », commença-t-il. Sa voix stable et claire. « J'ai servi ce pays en tant que commando marine pendant 15 ans. Je crois en la loi et l'ordre. Je crois aussi en la responsabilité. Ce qui est arrivé à Mathis Leroy n'était pas l'application de la loi. C'était un abus de pouvoir. Notre communauté mérite mieux de ceux qui ont juré de nous protéger. » Du panel à l'avant, les yeux du chef de la police Philippe Moreau se plissèrent. Cet homme blanc de 55 ans avait été le chef de la police de Bellefeuille-sur-Oise pendant près d'une décennie, cultivant des connexions politiques qui le rendaient pratiquement intouchable. « Monsieur Dubois », répondit Moreau, soulignant le « monsieur », comme si le grade militaire d'Antoine ne signifiait rien. « Nous apprécions votre service, mais la police civile est différente des opérations militaires. Nos officiers prennent des décisions en une fraction de seconde pour protéger cette communauté. Peut-être qu'au lieu de critiques, vous pourriez offrir des solutions. » La fausse politesse masquait à peine le dédain dans son ton. Alors que d'autres orateurs prenaient la parole, Antoine remarqua l'officier Julien Mercier le regardant depuis le côté de la pièce. Mercier, un homme blanc musclé d'une trentaine d'années, avait été l'un des officiers intervenants lors de l'incident avec Mathis. À la conclusion de la réunion, Mercier intercepta Antoine sur le parking. C'était un beau discours. « Dubois, dit-il, se tenant trop près, je voulais juste vous rappeler que ce n'est pas le champ de bataille ici. Nous surveillons les fauteurs de troubles. Certaines personnes ne connaissent pas leur place. » Antoine maintint le contact visuel. Sa posture détendue mais prête. « Je sais exactement quelle est ma place. Officier, c'est de défendre ce qui est juste. Bonne soirée. » Il se tourna pour partir, sentant plutôt que voyant la main de Mercier se crisper vers son arme. Un geste destiné à intimider. Le lendemain, Léo rentra de l'école avec une joue contusionnée. « Ce n'est rien, papa », insista-t-il. Mais Antoine reconnut l'expression dans les yeux de son fils. La même expression qu'il avait vue chez de jeunes recrues après leur première fusillade. « Théo Mercier et d'autres gars m'ont coincé après l'entraînement », admit finalement Léo. « Ils ont dit que son père leur avait dit que je venais de lignée de fauteurs de troubles. Je n'ai pas riposté, je me suis souvenu de ce que tu avais dit. » La poitrine d'Antoine se serra d'une familiarité de préparation au combat. Mais il garda sa voix calme alors qu'il pressait une poche de glace sur le visage de son fils. « Tu as bien fait, fiston », riposter leur aurait juste donné ce qu'il voulait. Plus tard cette nuit-là, alors que Léo dormait, Antoine s'assit à sa table de cuisine, nettoyant son arme de service. Une autre routine qu'il centrait. Il y a des moments pour se battre et des moments pour être stratégique, avait-il dit à son fils lors d'innombrables leçons sur la navigation du racisme. La clé est de savoir dans quelle situation vous vous trouvez, maintenant. Il se demandait quelle situation se préparait à Bellefeuille-sur-Oise, au service de protection Méridien. Le travail d'Antoine impliquait des audits de sécurité pour les entreprises locales et les installations gouvernementales. 3 jours après la réunion municipale, il examinait des séquences de caméras pour le bâtiment des archives départementales lorsque quelque chose attira son œil entraîné. L'horodatage indiquait 2h30 du matin. Pourtant les lumières étaient allumées dans des bureaux qui auraient dû être vides. Il zooma pour voir l'officier Mercier escortant un homme en costume coûteux à travers une zone restreinte. L'homme transportait une boîte de dossiers. Antoine le reconnut comme Thierry Lefebvre, propriétaire de Lefebvre Construction, et il se souvint d'un commérage en entreprise, le beau-frère du chef Moreau. Une enquête plus approfondie révéla un schéma. Au cours des 6 derniers mois, plusieurs contrats départementaux lucratifs avaient été attribués à Lefebvre Construction, malgré des concurrents soumettant des offres inférieures. Les permis de construire avaient été approuvés avec une rapidité inhabituelle. Les violations de sécurité avaient été ignorées, et des officiers de la police de Bellefeuille-sur-Oise, en particulier ceux proches du chef Moreau, fournissaient un accès après les heures de travail à des dossiers confidentiels. Antoine trouva des documents financiers montrant des paiements de Lefebvre Construction à une société écran qui remontait à un compte dont Moreau était le bénéficiaire. Ce n'était pas seulement de la corruption, c'était une activité criminelle organisée opérant sous la protection du service de police. La question maintenant était de savoir quoi faire de cette information. Dénoncer mettrait une cible sur son dos et potentiellement sur celui de Léo. Ne rien dire le rendrait complice de la corruption empoisonnant sa communauté. Antoine sécurisa des copies des preuves sur une clé USB cryptée et appela Marc Dupont. « Marc, j'ai mis le doigt sur quelque chose d'énorme », expliqua-t-il, gardant les détails vagues sur une ligne non sécurisée. « Quoi que ce soit, procède avec une extrême prudence », répondit Marc immédiatement.
comprenant la gravité dans la voix de son ancien coéquipier. Documente tout, crée des redondances, suppose que tu es surveillé. Ce qu'Antoine ne savait pas, c'est qu'il était effectivement surveillé. Des caméras de sécurité l'avaient filmé en train de copier les documents incriminants. L'officier Mercier examina les images le lendemain matin, puis passa un appel au chef Moreau. « Monsieur, nous avons un problème, dit-il. Le commando fouille là où il ne devrait pas, ce soir-là. » Alors qu'Antoine rentrait chez lui, il remarqua une voiture de patrouille garée en face de sa maison. Non pas cachée, non pas approchant, juste faisant sentir sa présence. Les nuages d'orage s'amoncelaient, la guerre l'avait trouvé. Le ballon de basket rebondissait rythmiquement sur le parquet lustré du gymnase alors qu'Antoine regardait Léo s'entraîner au lancer-franc. « N'oublie pas de suivre le mouvement », cria-t-il depuis les gradins, la fierté gonflant sa poitrine à mesure que la forme de son fils s'améliorait à chaque tir. La tension dans les épaules de Léo s'était apaisée pendant l'entraînement, le basket offrant une évasion temporaire de l'hostilité qui semblait les suivre ces derniers temps. « Papa, le coach dit que je pourrais être titulaire au prochain match », annonça Léo alors qu'il marchait vers la voiture après. Antoine ébouriffa les cheveux courts de son fils. « C'est parce que tu as travaillé dur. Fiston, je serai là pour t'encourager. » Le sourire de Léo, de plus en plus rare ces jours-ci, était comme un rayon de soleil perçant les nuages. « Tu rentres directement à la maison maintenant ?» demanda Antoine alors qu'il sortait du parking de l'école. « Oui, j'ai ce devoir d'histoire à finir. Tu reviens bientôt ? J'ai juste besoin de déposer quelques documents au travail d'abord. Je prendrai des pizzas en rentrant. » Il ne mentionna pas la clé USB cryptée dans sa poche ni son plan de sécuriser des copies de sauvegarde dans la salle des serveurs protégés de Méridien. Mieux valait pour Léo de se concentrer sur des préoccupations d'adolescent normal, devoirs d'histoire et basket, plutôt que sur le danger croissant qu'Antoine sentait rôder autour de leur vie. 20 minutes plus tard, après avoir déposé Léo à la maison, Antoine s'engagea sur la route du parc, une étendue à 4 voies qui serpentait à travers une zone boisée à la périphérie de la ville. Dans son rétroviseur, il remarqua une voiture de police s'engager sur la route derrière lui. Instinctivement, il vérifia son compteur de vitesse 37 dans une zone à 40 et s'assura que sa ceinture de sécurité était correctement attachée. La voiture de police maintint une distance constante sur un demi-kilomètre. Puis 1 kilomètre. Antoine contrôla sa respiration, gardant ses mains à 10 et 2 sur le volant. Pas de raison de paniquer, juste un flic en patrouille. Puis la voiture de police se rapprocha. Dans son rétroviseur, Antoine reconnut l'officier Mercier au volant. Et quelque chose de froid s'installa dans son estomac. Pourtant, il maintint sa vitesse et sa position dans la voie. Un autre kilomètre passa. La route s'incurva dans une section densément boisée sans éclairage public ni entreprise ou habitation à proximité. Les gyrophares bleus clignotèrent derrière lui. Mais étrangement, aucune sirène ne les accompagna. Suivant le protocole qu'il avait appris il y a des années pour gérer en toute sécurité les interactions avec la police en tant qu'homme noir. Antoine signala, ralentit et s'arrêta sur le bas-côté. Il laissa le moteur tourner. Alluma sa lumière intérieure, baissa un peu sa fenêtre et plaça ses mains visiblement sur le volant. Dans son rétroviseur latéral, il regarda Mercier parler dans sa radio. Puis, sans avertissement, 2 SUV noirs banalisés apparurent. L'un bloquant la route devant la voiture d'Antoine, l'autre se rangeant juste derrière la voiture de patrouille. Ce n'était pas la procédure standard pour un contrôle routier. 4 officiers émergèrent simultanément, se positionnant dans une formation tactique qu'Antoine reconnut immédiatement de son entraînement militaire. C'était une formation d'interception à haut risque, typiquement utilisée pour des suspects armés et dangereux, et non pour une infraction routière de routine. Et chaque officier avait déjà son arme dégainée. Les cheveux sur la nuque d'Antoine se hérissèrent alors que son entraînement de commando criait « Danger !» « Commande vocale activée », murmura-t-il, déclenchant la caméra de tableau de bord cachée qu'il avait installée après de précédents incidents de harcèlement. Le système était conçu pour télécharger continuellement des images vers un serveur cloud sécurisé. Une précaution qui semblait maintenant prophétique. L'officier Mercier s'approcha du côté conducteur, restant soigneusement incliné loin de la vue de la caméra de tableau de bord d'Antoine. Sa main droite déjà posée sur son arme ou holster. Permis et papier du véhicule. Aboya-t-il sans offrir de salut ni s'identifier. Officier Mercier, répondit Antoine calmement. Puis-je vous demander pourquoi j'ai été arrêté ? Il garda ses mains visibles sur le volant. Je ne crois pas avoir fait d'excès de vitesse ni violé de loi de la circulation. Permis et papier du véhicule. Maintenant, répéta Mercier, son ton s'endurcissant. Pendant ce temps, un deuxième officier contourna la voiture jusqu'au côté passager, la main sur son arme. Son positionnement lui donnerait un tir clair sur Antoine à travers la vitre passager. Un autre choix tactique qui envoya des signaux d'avertissement à l'esprit entraîné au combat d'Antoine. Pensez-vous qu'Antoine devrait obtempérer immédiatement ou continuer à demander la raison de son arrêt ? Commentez le numéro 1 si vous pensez qu'il devrait obtempérer pour éviter l'escalade. Ou le numéro 2 si vous pensez qu'il devrait tenir bon et insister pour savoir pourquoi il a été interpellé.
Cette confrontation tendue est sur le point de s'intensifier de façon spectaculaire et la prochaine décision d'Antoine pourrait signifier la vie ou la mort. Aimez cette vidéo si vous vous êtes déjà senti injustement ciblé et abonnez-vous pour voir plus d'histoires de courage face à l'injustice. Que feriez-vous si vous étiez dans la position d'Antoine? Sachant que quelque chose ne va pas avec ce contrôle routier? Monsieur, j'ai le droit de savoir pourquoi j'ai été arrêté, insista Antoine. Sa voix calme mais ferme. Je demande également votre numéro de matricule. Il pouvait voir la mâchoire de Mercier se serrer. La tension dans l'air s'épaissit alors que la main de l'officier se resserrait sur son arme. Un autre officier se positionna à l'arrière du véhicule tandis que le quatrième maintenait la distance, créant une position de tir croisé. À cet instant, Antoine réalisa que ce n'était pas du tout un contrôle routier. C'était une embuscade. Sortez du véhicule. Maintenant, commanda l'officier Mercier. Sa voix portant un ton qu'Antoine reconnaissait trop bien, le ton d'un homme cherchant n'importe quelle excuse pour escalader la situation. Antoine resta immobile, les mains visibles sur le volant. Officier, je voudrais obtempérer, mais j'ai besoin de comprendre pourquoi j'ai été arrêté. J'ai droit à cette information. Son entraînement militaire lui avait appris à évaluer les menaces méthodiquement. Et tout dans cette situation indiquait un piège orchestré plutôt qu'une application légitime de la loi. Le deuxième officier s'était maintenant positionné directement à côté de la vitre passager. Sa posture était large et stable. Une position de tir. La vision périphérique d'Antoine capta le léger déplacement de poids, la tension des épaules qui précédait l'action. Via son oreillette, Mercier reçut un message qu'Antoine ne put entendre. Mais la réaction de l'officier fut immédiate. La dépêche signale, sujet armé et dangereux, annonça Mercier à voix haute. Suffisamment fort pour que la caméra de tableau de bord enregistre. Bien qu'Antoine n'ait fait aucun mouvement menaçant et que son arme légalement enregistrée soit restée sécurisée dans le coffre-fort de la boîte à gants. Il va chercher, cria l'officier côté passager. Bien que les mains d'Antoine n'aient pas bougé du volant. L'instant d'après, le monde explosa dans le chaos. La vitre passager se brisa alors que l'officier tira plusieurs coups de feu dans la voiture sans avertissement ni provocation. L'entraînement de commando d'Antoine s'activa instantanément. Il se laissa tomber sous le tableau de bord alors que des balles déchiraient l'espace où sa tête se trouvait quelques secondes auparavant. Le verre pleuvait alors que l'officier Mercier commença à tirer à travers la vitre du côté conducteur. Une douleur brûlante lui traversa l'épaule gauche alors qu'une balle l'atteignait. Mais l'adrénaline atténua la sensation presque immédiatement. Le sang coulait de la blessure. Mais son expérience de combat lui dit que ce n'était pas immédiatement mortel. La balle avait traversé le muscle sans toucher l'os ou les artères principales. Dans les millisecondes entre les premiers tirs et son action suivante, l'esprit d'Antoine traita la situation avec la clarté qu'il avait maintenue en vie pendant 3 missions au Mali. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un officier craignant pour sa sécurité. C'était une exécution, et la caméra de tableau de bord enregistrait tout. Avec des mouvements précis nés de milliers d'heures d'entraînement. Antoine tendit la main vers la boîte à gants, entra la combinaison du coffre-fort et sortit son arme. Les officiers continuaient de tirer, les balles perforant la porte de la voiture et les sièges. Antoine identifia immédiatement le schéma. Il tirait délibérément pour tuer, pas pour incapaciter. Les positions tactiques qu'ils avaient prises reflétaient les formations d'embuscade qu'il avait étudiées et contrées dans les zones de combat. L'officier Mercier hurla des ordres contradictoires. « Montrez vos mains », suivi immédiatement par « Ne bougez pas », créant une situation impossible où toute action ou inaction pouvait être considérée comme une non-conformité et justifier une force létale. Un souvenir traversa l'esprit d'Antoine, une embuscade similaire près de Tombouctou, où son unité avait été menée dans une zone de tir par des forces locales prétendument amies. Il avait reconnu le piège alors, tout comme il le reconnaissait maintenant. Le sang coulait dans son œil à cause d'une coupure sur le front où le ver volant l'avait frappé. La douleur dans son épaule s'intensifia alors qu'il manœuvrait dans l'espace confiné de sa berline. Dehors, les officiers continuaient leur barrage, apparemment insouciants du manque de couverture ou de résistance de leur cible. Cette surconfiance créa la petite fenêtre dont Antoine avait besoin. Avec une précision fluide, il riposta, non pas dans une décharge paniquée de balles, mais par des tirs soigneusement placés visant des cibles non létales. Sa première balle atteignit l'officier Mercier à la cuisse, le faisant s'effondrer derrière la portière de la voiture. La seconde toucha le trottoir près des pieds d'un autre officier, le forçant à reculer en catastrophe pour se couvrir. Antoine n'avait pas survécu à 3 missions en étant prévisible. Du kit d'urgence sous son siège, il attrapa une grenade fumigène militaire, un souvenir de ses jours de service qu'il avait gardé par sentimentalisme, mais qui servait maintenant un but tactique. Il l'activa et la jeta par la vitre passager brisée. Une fumée blanche dense s'échappa, obscurcissant la visibilité alors que les officiers tiraient à l'aveuglette dans le nuage. Utilisant la fumée comme couverture, Antoine se glissa par la porte côté conducteur et roula sous la voiture, puis rampa rapidement vers la zone boisée derrière le bas-côté de la route. Les officiers, supposant qu'il fuirait en avant ou en arrière le long de la route, avaient laissé cette voie d'évasion relativement non gardée.
15 ans d'entraînement au mouvement nocturne le guidèrent silencieusement dans le sous-bois dense. Sa respiration contrôlée malgré la douleur lancinante à son épaule. Derrière lui, il pouvait entendre Mercier crier dans sa radio, « Officier blessé. Suspect armé et dangereux. Coup de feu. Toutes les unités. Répondez ». Le fort récit était déjà en construction. En quelques minutes, des voitures de police avec des gyrophares clignotants et des sirènes hurlantes convergèrent sur les lieux. Les équipes de télévision locales ne tarderaient pas à arriver. Antoine savait exactement comment l'histoire serait présentée. Homme noir enragé attaque la police lors d'un contrôle routier de routine. Son passé militaire serait cité comme preuve de son danger pour la communauté. Et non de son service. Sa blessure pulsait alors qu'il s'enfonçait dans les bois, utilisant les caractéristiques du terrain pour masquer ses mouvements, tout comme il l'avait fait dans des territoires hostiles à l'étranger. L'amère ironie ne lui échappa pas. Ses compétences avaient été perfectionnées en protégeant les intérêts français à l'étranger. Et maintenant, elle le maintenait en vie dans son propre pays, chassé par le système même qu'il avait juré de défendre. La perte de sang devenait une préoccupation. Il avait besoin d'attention médicale. Mais les hôpitaux seraient le premier endroit que la police surveillerait. Alors qu'il naviguait dans l'obscurité, Antoine activa le téléphone sécurisé qu'il gardait pour les urgences. « Marc, c'est Antoine », murmura-t-il lorsque son ancien coéquipier répondit. « La situation a dégénéré. J'ai besoin d'une extraction et de soins médicaux. » Marc Dupont, comprenant immédiatement, répondit avec l'efficacité qui avait fait de lui l'un des meilleurs planificateurs tactiques des commandos marines. « Envoie des coordonnées d'une maison sûre. Soutien médical en attente. Reste en vie, mon frère. » Antoine continua de se déplacer à travers les bois, son épaule blessée protestant à chaque pas. Il était maintenant un homme sans pays, un vétéran décoré étiqueté tueur de flics, un père séparé de son fils, un citoyen à qui la protection de la loi était refusée. Mais il était aussi un commando entraîné à accomplir la mission contre des chances impossibles. Et sa nouvelle mission était claire, survivre, protéger Léo et exposer la vérité. Alors que des sirènes lointaines hurlaient et que des hélicoptères commençaient à tournoyer au-dessus, Antoine disparut dans l'ombre, ne laissant derrière lui que des taches de sang et des douilles de balles pour raconter l'histoire d'un héros français contraint de devenir un fugitif dans le pays pour lequel il avait risqué sa vie. Les bois offraient un sanctuaire temporaire alors qu'Antoine se déplaçait avec la furtivité de l'entraînement. Chaque pas étant soigneusement placé pour minimiser le bruit, malgré l'urgence qu'il traversait. Des années d'entraînement aux opérations spéciales l'avaient préparé à l'évasion derrière les lignes ennemies. Mais il n'avait jamais imaginé que ses compétences seraient nécessaires en France. À 8 km de chez lui, le sang continuait de s'écouler à travers ses doigts alors qu'il maintenait la pression sur sa blessure à l'épaule. La balle avait traversé proprement le tissu musculaire, manquant l'os et les artères principales. Une blessure que l'on pouvait survivre, mais qui nécessitait un traitement rapide pour prévenir l'infection et une perte de sang supplémentaire. Utilisant la mousse sur les côtés nord des arbres pour maintenir son orientation, Antoine parcourut 3 km à l'est à travers le terrain densément boisé, s'éloignant de la présence croissante des forces de l'ordre sur la route du parc. Des radios de police crépitaient au loin. Leur transmission portée par l'air nocturne, suspect armé s'est enfui dans les bois. Ancien militaire, tiré à vue, officier blessé, le récit fabriqué se répandait déjà. Il devait le contrer avec la vérité. Depuis une position dissimulée sous un chêne tombé, Antoine activa de nouveau son téléphone sécurisé, cette fois pour vérifier le téléchargement de la caméra de tableau de bord. La confirmation arriva immédiatement. Chaque seconde de l'embuscade avait été capturée et cryptée sur des serveurs distants auxquels ni la police de Bellefeuille-sur-Oise ni le chef Moreau ne pouvaient accéder. Mais les preuves seules ne le protégeraient pas maintenant. Il avait besoin d'alliés, de ressources, et surtout, d'un plan pour assurer la sécurité de Léo. Les coordonnées de Marc Dupont menaient à une cabane de chasse abandonnée à 16 km de Bellefeuille-sur-Oise. Après 3 heures de mouvement prudent, s'arrêtant fréquemment pour surveiller ses environs et éviter les patrouilles de recherche, Antoine arriva à la structure patinée, presque cachée par la végétation envahissante. À l'intérieur, il trouva Marc l'attendant avec une trousse médicale et une expression grave. « Ils disent que tu as ouvert le feu sans provocation », dit Marc, aidant Antoine à s'asseoir sur une chaise et coupant le tissu imbibé de sang autour de sa blessure. Le chef Moreau a tenu une conférence de presse il y a 30 minutes. Ils ont tous les policiers de 3 départements à tes trousses. Antoine grimaça alors que Marc nettoyait la plaie avec un antiseptique. C'était une tentative d'exécution. Marc, pas d'avertissement, pas de motif. Ils ont tiré les premiers. Plusieurs officiers. Position coordonnée. Ce n'était pas un contrôle routier qui a mal tourné. C'était un coup monté. Les mains de Marc restèrent fermes alors qu'il suturait les plaies d'entrée et de sortie. Son expression s'endurcissait à chaque détail qu'Antoine partageait. En tant qu'ancien commando lui-même, Marc reconnaissait les descriptions tactiques d'une embuscade préméditée, pas d'une action légitime des forces de l'ordre. Tu as remué un nid de frelons avec ce que tu as trouvé, observa-t-il, appliquant des pansements compressifs. La vidéo de la caméra embarquée est notre atout. Mais nous devons la jouer stratégiquement. La diffuser trop tôt et ils prétendront qu'elle est truquée.
Trop tard et le récit s'ancrera contre toi. Les pensées d'Antoine se tournèrent vers Léo. Mon fils est déjà pris en charge, assura Marc. Thomas et Antoine surveillent ta maison. Dès l'arrivée de la police, ils ont aidé Léo à s'échapper par l'arrière. Il est avec la femme de Thomas maintenant. Plus en sécurité s'ils sont séparés de nous. Un soulagement traversa Antoine. Suivi immédiatement par une nouvelle inquiétude. Moreau l'utilisera comme levier. C'est pourquoi nous l'avons mis quelque part où ils ne chercheront pas, confirma Marc. Ton fils est intelligent, Antoine. Il a désactivé son téléphone pour qu'il ne puisse pas le suivre et ne nous a contactés que par des canaux sécurisés. Il a dû apprendre ça de son père, malgré les circonstances désastreuses. Antoine sentit une lueur de fierté. Il avait élevé Léo pour qu'il soit débrouillard et prudent. Des leçons qui pourraient lui sauver la vie maintenant. Les nouvelles locales passaient sur une petite radio à pile dans le coin de la cabane. La voix du journaliste portait la gravité répétée d'une information de dernière minute. La police continue de rechercher Antoine Dubois. Un ancien commando marine qui aurait ouvert le feu sur des officiers lors d'un contrôle routier de routine ce soir. Un officier a subi des blessures non mortelles. Le chef de la police Philippe Moreau a publié un communiqué qualifiant Dubois d'armé dangereux et mentalement instable. Les autorités ont averti le public de ne pas l'approcher. Marc éteignit la radio d'un geste dégoûté. Mentalement instable, c'est leur angle d'attaque. L'homme avec 3 citations pour jugement exceptionnel sous le feu. C'est efficace, répondit Antoine d'un ton sombre. Ça correspond au récit qu'ils veulent. Vétéran noir qui pète un câble. Attaque la police. Ils prétendront un trouble de stress post-traumatique. Diront que j'ai été déclenché par le contrôle routier. La plupart des gens le croiront parce que cela confirme ce qu'ils ont été conditionnés à attendre. L'injustice de la situation brûlait dans sa poitrine aux côtés de la douleur de sa blessure. Pendant 15 ans, il avait servi avec distinction, prenant des décisions en une fraction de seconde qui avaient sauvé des vies françaises. Maintenant, ce dossier serait déformé pour le peindre comme instable et dangereux. Un autre homme noir dont la mort ou l'emprisonnement serait justifié dans l'esprit du public par une propagande soigneusement construite. Son téléphone sécurisé vibra avec un message entrant d'un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Le texte ne contenait que les mots « aide médicale ». Protection communautaire, 2 heures, et une adresse dans le quartier à prédominance noire de la ville neuve. Marc haussa un sourcil. Réseau souterrain. Antoine hocha la tête. Chaque communauté confrontée à la brutalité policière en développe un. Des gens qui ont vécu la même injustice, formant leur propre système de protection lorsque les canaux officiels leur font défaut. La douleur à son épaule s'était intensifiée à mesure que l'adrénaline s'estompait. Le pansement tiendrait pour l'instant, mais il avait besoin d'antibiotiques et de